On vous a toujours dit, un mariage sur deux se termine en divorce. C'est faux. Ou plutôt, ce n'est plus le vrai chiffre. Le chiffre officiel publié par l'Office fédéral de la statistique au printemps 2026, c'est 38,8%. Presque 2 mariages sur 5, pas 1 sur 2. C'est déjà une bonne nouvelle. Sauf que ce chiffre-là, la probabilité, ce n'est pas ce qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est ce que presque personne ne calcule avant de signer les papiers. La procédure, la pension, le logement et la retraite qu'il faut reconstruire à un seul salaire. En quelques minutes, on va tout démontrer. Poste par poste. Pas pour vous faire peur, pour que, marié ou pas, vous sachiez exactement ce qu'il y a sous la surface. En 2025, la justice suisse a prononcé 15 700 divorces, environ 400 de moins qu'en 2024. La même année, 35 700 mariages ont été célébrés, en baisse aussi. La durée moyenne d'un mariage qui finit en divorce, 15 ans. Ce n'est donc pas un accident de jeunesse, c'est un mariage installé, logement commun, prévoyance construite ensemble, souvent des enfants, et 90% de ces divorces se terminent au final par un accord à l'amiable. Le vrai sujet de cette vidéo, ce n'est donc pas le conflit, c'est l'argent qui doit être compté, séparé et parfois reconstruit, même quand tout se passe bien entre les deux personnes. Premier poste, le plus visible. Les frais de justice fixés par chaque canton, l'écart est énorme. Ensuite, l'avocat, si vous en prenez un. La loi ne vous y oblige pas, mais dès que la situation se complique, comptez entre 250 et 450 francs de l'heure. Ça peut même monter plus haut. Résultat, un divorce à l'amiable bien préparé peut coûter quelques centaines de francs. Un divorce contentieux peut grimper jusqu'à 10 000 francs et bien plus. Mais ce poste-là, aussi impressionnant soit-il, n'est presque jamais le plus lourd sur la durée. Le vrai poids, c'est ce qui continue à courir après le jugement, la pension. Voici ce qu'on oublie presque systématiquement en calculant le coût d'un divorce. Les frais de procédure se paient une fois. La pension, elle, se paie chaque mois, parfois pendant des années. Il y a en réalité deux pensions distinctes, et il ne faut jamais les confondre. La première, pour les enfants, suit un ordre de grandeur assez constant dans la pratique des tribunaux. Environ 15% du revenu net du parent qui n'a pas la garde pour un enfant, 25% pour 2 enfants, 30% pour 3 enfants. Allocation familiale en plus. Le tribunal fédéral a d'ailleurs tranché récemment. C'est une méthode dite en 2 étapes qui s'applique partout en Suisse. On calcule d'abord le revenu total des 2 parents, puis les besoins de chacun. Et l'excédent est reparti selon la situation concrète. La deuxième pension, celle entre ex-conjoints, est beaucoup moins automatique qu'on l'imagine. Elle n'est due que si l'un des deux ne peut pas raisonnablement subvenir seul à son entretien convenable, y compris à sa propre prévoyance vieillesse. Et depuis des arrêts marquants du tribunal fédéral en 2021, la tendance est claire, le mariage n'est plus considéré comme une assurance vie financière automatique pour le conjoint qui a réduit son activité. Le juge regarde de plus en plus la capacité réelle de chacun à se réinsérer professionnellement, pas seulement le niveau de vie pendant le mariage. C'est exactement le cas d'Emma, qu'on va retrouver dans un instant. C'est cette pension-là, potentielle mais pas garantie, qui va déterminer si sa baisse de revenus de 38% est amortie ou pas du tout. En Suisse, environ 40% des couples mariés se séparent un jour et une grande partie d'entre eux ont acheté un logement ensemble avec une hypothèque commune. Voici ce que personne ne sait avant d'y être confronté. Quand une banque accorde une hypothèque à un couple, les 2 emprunteurs deviennent solidairement responsables de toute la dette. Pas de la moitié chacun, toute la dette chacun. Et un divorce, à lui seul, ne change rien à ça. Tant que la banque n'a pas donné son accord formel pour libérer l'un d'eux, ce qu'on appelle la désolidarisation, les 2 ex-conjoints restent débiteurs à 100%, même si l'un des deux a déménagé depuis longtemps et ne paie plus rien. Concrètement, 3 issues sont possibles. Soit les 2 continuent à payer ensemble, même séparés, soit l'un d'eux reprend l'hypothèque, mais la banque exige un nouveau dossier complet, comme pour une première demande, et les charges théoriques du bien ne doivent pas dépasser 1/3 de son revenu brut, soit le plus fréquent, en pratique, le bien est vendu sur le marché, libre pour effacer la dette commune. Dernier grand bloc, et pas des moindres, toute la prévoyance construite pendant le mariage se partage aussi en 3 blocs différents avec 3 règles différentes. Premier bloc, l'AVS. On appelle ça le splitting. Les revenus des 2 conjoints pendant les années du mariage sont additionnés puis redivisés en 2 parts égales, inscrites sur le compte individuel de chacun. Et voici le piège, ce splitting n'est pas automatique tout de suite. Il doit être demandé idéalement par 2 ex-conjoints ensemble, immédiatement après le divorce, à la caisse de compensation AVS. Sans démarche, il sera fait de toute façon, mais seulement au moment de votre calcul de rente, des années plus tard, sans que vous ayez pu vérifier qu'il est correct. Deuxième bloc, souvent le plus lourd, le deuxième pilier, tout ce qui a été épargné pendant le mariage, pas avant, pendant, est partagé à 50-50 entre les deux. Le tribunal compare la prestation de sortie de chaque conjoint au moment du mariage avec celle qui existe à l'ouverture de la procédure. Seule la différence est partagée.
Troisième bloc, le troisième pilier, là ce n'est plus une loi fédérale unique qui décide, c'est votre régime matrimonial, son contrat de mariage, le régime par défaut en Suisse et la participation aux acquêts. Et sous ce régime, les avoirs du troisième pilier constitués pendant le mariage sont aussi partagés par moitié. Reprenons Emma, 12 ans de mariage. À la naissance de leur premier enfant, elle est passée à 60%, son mari est resté à 100%, ils divorcent à l'amiable, sans conflit sur les enfants ni sur le logement, ils décident de vendre pour repartir chacun sans dette commune. Premier chiffre, le deuxième pilier, accumulé par son mari pendant le mariage, est presque 2 fois plus élevé que celui d'Emma. Le partage à 50-50 de la différence corrige une partie de l'écart, mais pas tout. Emma ne rattrapera jamais entièrement les 8 années où elle a cotisé moins. Deuxième chiffre, parce qu'Emma va reprendre une activité à un taux plus élevé, mais que la reconversion prend du temps, le juge lui accorde une contribution d'entretien limitée dans le temps, pas à vie. Cette pension amortit une partie du choc sans le neutraliser. Résultat global, documenté statistiquement, les femmes avec des enfants mineurs subissent une perte de revenus de 38% l'année de la séparation, les hommes, dans la même situation, moins de 3%. C'est brutal. Et le risque de pauvreté suit la même logique, plus de 18 points de pourcentage pour les femmes avec enfants après un divorce, contre 9 points pour les hommes avec enfants. L'augmentation n'étant pas mesurable statistiquement pour les hommes sans enfants. Ce n'est pas une question de mérite ou de mauvaise gestion, c'est la conséquence mécanique d'un temps partiel, décidé souvent à 2 pour les enfants, que ni la pension, ni le partage de la LPP ne compensent entièrement. Voici les 3 erreurs que je vois revenir encore et encore, même dans les divorces les plus apaisés. Erreur numéro 1, ne pas demander de splitting AVS immédiatement après le divorce. Il sera fait un jour, mais seulement au moment de la retraite, sans que vous puissiez vérifier le calcul pendant qu'il est encore facile de le faire. Erreur numéro 2, croire qu'un jugement de divorce suffit à libérer un ex-conjoint de la dette hypothécaire commune. Sans accord écrit de la banque, les deux restent débiteurs à 100%, potentiellement pendant des années après la séparation. Erreur numéro 3, transformer un désaccord ponctuel en guerre de procédure par principe. La différence entre quelques centaines de francs et 10 000 francs ou bien plus, des centaines de milliers de francs, ce n'est presque jamais une question légale, c'est une question de dialogue ou d'absence de dialogue. Entre nous, cette dernière erreur, je la vois même chez des couples qui, sur tout le reste, ont toujours été raisonnables. La procédure de divorce a une manière particulière de faire ressortir ce qui n'avait jamais été dit. Si vous retenez 5 choses, 1. Le vrai chiffre officiel c'est 38,8%, pas un mariage sur 2. 2. La pension pour les enfants et parfois entre ex-conjoints pèse presque toujours plus lourd sur la durée que les frais de procédure. 3. L'hypothèque commune reste solidaire tant que la banque n'a pas donné un accord écrit de désolidarisation. 4. Votre LPP et votre troisième pilier se partagent chacun selon leurs propres règles. 5. Si l'un de vous a réduit son temps de travail pour les enfants, cette lacune-là mérite d'être calculée et compensée, pas ignorée. La semaine prochaine, on regarde l'autre versant, ce que change le mariage financièrement, bien avant qu'on pense au divorce. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.